Bienvenue pour cette nouvelle leçon qui s'intitule Processus aléatoire et dont le sous-titre est Estimation des covariances. Le sommaire de cette leçon est constitué des points suivants: estimation de la moyenne, estimation d'une tendance, estimation des covariances et enfin nous verrons quelques applications et quelques démonstrations pour mettre en œuvre, pour illustrer les résultats. Estimation de la moyenne. Lorsque vous avez effectivement à estimer effectivement des propriétés d'un processus, la première chose à faire en premier lieu, donc, c'est de le regarder et de le visualiser. Donc, en fait, en pratique, on est conduit à estimer les caractéristiques du second ordre à partir d'un échantillon de taille grand N, Y0, Y1, Y2, Yn-1. C'est-à-dire, en général, ce sont les observations que vous avez obtenues lors d'une campagne de mesure. En premier lieu, ne pas hésiter à visualiser les observations sous forme de chronogramme ou sous forme de ce qu'on va appeler tout à l'heure un scattering, de manière à un petit peu entrer en possession des données, voir un peu comment elles évoluent, les observer sous différents angles, en prendre des morceaux, puis d'autres, etc. Alors regardez, pour illustrer un peu ce que je vais ici, ce que je voulais vous dire à travers, n'hésitez pas à regarder. Ici, par exemple, j'ai pris l'évolution du rythme cardiaque en nombre de battements par minute et prélevé toutes les demi-secondes. Et j'ai obtenu, au bout de 15 minutes, l'enregistrement qui est là. Alors, ce que je peux voir, effectivement, c'est que cet enregistrement semble tourner autour d'une valeur moyenne, sans s'en écarter largement, la valeur moyenne étant ici arbitrairement placée à la valeur 0. Mais vous voyez, il n'y a pas, si vous voulez, une évolution particulière vers le haut ou vers le bas. Et donc, c'est ce genre d'observation que l'on peut voir. On peut voir aussi ici qu'il y a une sorte de mémoire un peu longue ici et une mémoire un peu plus rapide ici qui montre effectivement que le processus, il va falloir pour l'expliquer, faire appel peut-être à des modèles un peu compliqués. D'une part, un phénomène de tendance relativement à long terme sur plusieurs dizaines de secondes, tandis qu'ici, il y a des événements un peu plus locaux qu'il va falloir pouvoir expliquer. Donc, n'hésitez pas à visualiser. Alors, je vais aussi visualiser ce qu'on appelle un scattering. Alors, un scattering, en fait, je ne sais pas comment véritablement le traduire en français, mais on va représenter dans le plan, ici, des points dont les coordonnées sont données par deux valeurs successives du processus observé. C'est-à-dire que, par exemple, le point qui est ici a comme abscisse Yn et comme ordonnée Yn-1. Et ici, j'ai représenté donc les données que l'on avait tout à l'heure avec les battements cardiaques. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une droite. Enfin, il me semble plutôt voir un nuage que je pourrais assimiler à une droite. Ce qui me fait penser que, éventuellement, je vais pouvoir dire que Yn est proportionnel à Yn-1. Évidemment, je n'ai pas tout à fait confiance dans ce qui est écrit là, puisqu'il y a un nuage de points. Je ne suis pas parfaitement sur une droite. Et donc, peut-être que je vais, pour corriger ce modèle, rajouter un bruit supplémentaire pour essayer d'appréhender quand même la variabilité qu'il y a autour de la droite, et je vais ajouter donc une variable tort epsilon n. Alors vous voyez qu'ici, j'ai tout simplement réinventé un modèle que l'on a déjà vu de manière théorique, et qui est le modèle autorégressif d'ordre 1, où le modèle Yn est le résultat donc d'un filtrage d'un certain processus epsilon n par le filtre de fonction de transfert 1 sur 1 moins A, Z moins 1. Donc voilà un petit peu la première, disons, chose à faire quand vous observez des signaux, quand vous avez des signaux, c'est de commencer à les observer un peu de manière de ce que l'on a vu ici. À ce moment-là, disons, on envisage les premiers traitements. Si par exemple vous avez une trajectoire de valeur qui est un peu celle que j'ai dessinée là, la première idée, c'est de supprimer déjà le terme ici de moyenne, qui n'est pas très intéressant pour comprendre l'évolution de ce phénomène. Donc on va commencer par soustraire la moyenne. Alors pour soustraire la moyenne, le premier traitement consiste donc souvent à supprimer la moyenne, et nous allons voir éventuellement des tendances. Alors pour la moyenne, c'est extrêmement simple, suppression de la moyenne. On va fabriquer ici une quantité Mn chapeau qui est la somme, la moyenne arithmétique, des Yn, c'est-à-dire que Mn est égal à 1 sur n, somme de n égale 0 à n-1 de petit yn, que l'on va soustraire à toutes les valeurs de yn. En ayant fait ceci, je vais obtenir ici un processus x chapeau de n qui va être centré. Donc la première opération que je vais faire, c'est supprimer éventuellement une moyenne
non nul pour les trajectoires observées. Alors je vous rappelle quand même qu'on a un résultat pour les processus qui sont des YN, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. On sait que cette moyenne, quand n tend vers l'infini, tend, fait de manière presque sûre, vers la vraie moyenne des variables YN. Alors, pour un processus du second ordre, c'est un peu plus compliqué puisque les variables YN ne sont plus indépendantes, mais il existe des théorèmes analogues qui fait qu'une large classe de processus du second ordre est telle que cette quantité-là converge vers la vraie moyenne quand n tend vers l'infini. Estimation d'une tendance à présent. Alors une tendance, c'est tout simplement la chose suivante. La tendance est une évolution de forme connue, typiquement une tendance affine, c'est-à-dire une droite, ou bien une tendance sinusoïdale de fréquence connue, qu'on appelle classiquement une tendance saisonnière, puisque en fait ce type de tendance intervient de manière très générale dans les séries économétriques, et les saisons en question, en fait, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil qui fait que, chaque année, certains phénomènes finissent par se reproduire. Alors regardons l'observation qui suit pour comprendre effectivement sur ce niveau d'observation de la concentration en CO2, je ne sais plus à quel endroit ça a été fait. C'est un relevé mensuel qui a été fait donc entre 1975 et 1986. Et vous voyez qu'ici, il y a d'abord une tendance affine, c'est-à-dire qu'on voit effectivement le processus monter. On va peut-être pouvoir dire, je vais supprimer ça parce que ça, je sais l'expliquer complètement, c'est une droite. Et éventuellement, je vais aussi supprimer ce qui semble être une tendance saisonnière. Il me semble que ce soit une tendance saisonnière parce que ici, je voyais que nous avons un intervalle de 5 ans et il y a bien 5 oscillations. Ces 5 oscillations correspondant effectivement à un phénomène qui revient chaque année et qui est dû effectivement aux saisons annuelles. Donc en fait, on va essayer d'abord de supprimer pour ensuite extraire la variabilité que l'on voudra étudier, les tendances soit affines, soit sinusoïdales. Alors évidemment, quand je dis qu'il faut quand on veut enlever une tendance sinusoïdale, il faut effectivement vérifier qu'il y a véritablement la possibilité d'avoir une sinusoïde bien connue à l'intérieur du phénomène. Expliquons que par exemple, si j'ai le phénomène de la grippe se reproduit tous les ans, mais tantôt c'est au mois de janvier, tantôt au mois de février. La conséquence c'est qu'il y a une variabilité de 1/12e sur la fréquence, et ça, comme nous l'avons vu quand nous avons comparé un modèle AR2 à un modèle sinus plus bruit, nous avons vu qu'une sinusoïde qui est bruitée ne varie pas, d'accord, dans une proportion aussi grande. Donc dans ce cas-là, si j'étudiais le phénomène de la grippe, ça serait une mauvaise idée de dire que j'ai une sinusoïde plus du bruit. Alors, suppression d'une tendance affine, c'est la chose suivante. J'ai effectivement des points qui se répartissent de la façon suivante. Et donc ici, l'idée, c'est de venir supprimer la droite qui est ici, c'est-à-dire effectivement de ne conserver que les écarts par rapport à la droite. Alors la droite que l'on va prendre, évidemment, c'est celle qui est la plus proche des points, parce qu'un statisticien est optimiste. Il se dit que si le phénomène comporte effectivement une tendance affine, il est très vraisemblable que la droite que j'observe, la vraie droite, soit très près des points que j'observe. D'où l'idée de minimiser le critère suivant. Donc la suppression d'une tendance affine, c'est partir d'un modèle YN qui est égal à A plus BN plus un signal XN qui est le signal de processus d'intérêt, et d'appliquer dessus une méthode de moindre carré, c'est-à-dire qu'on cherche A et B qui minimisent la quantité suivante. Mais la quantité suivante, plutôt que de dériver et ensuite d'annuler les dérivés pour déterminer A et B, nous allons faire appel au théorème de projection. Et quand on fait appel au théorème de projection, il est facile de montrer que l'observation grand X s'obtient de la manière suivante. On prend la matrice identité de taille n, on lui soustrait le projecteur qui est ici, qui est le projecteur sur le sous-espace engendré par A, et le tout, on l'applique au vecteur Y. Alors la matrice grand A ici est constituée des deux vecteurs colonnes appelés régresseurs, qui sont toutes les composantes à 1, et le deuxième vecteur, les composantes allant de 0 à n-1. Alors pour effectivement mettre en évidence cette matrice A, il est trivial d'écrire que Y de 0 est égal à, je vous rappelle l'équation qui est ici, c'est YN égale A plus BN, donc A plus B fois 0 plus X0, et vous allez jusqu'à YN égale A plus B fois N-1 plus X indice N-1. En écrivant l'ensemble de ces données sous forme matricielle, vous allez avoir ici un grand vecteur Y qui est obtenu à partir de la matrice A
constitué des termes 1, 1, 1, qui sont les valeurs ici qui sont multipliées à droite A fois 1 jusqu'à A fois 1. Ici, B fois 0, B fois 1, B fois 2, B fois N-1, qui donne la deuxième colonne qui est ici, d'accord, N-1, ici, et un vecteur colonne qui contient les deux composantes inconnues A et B, et que l'on donc peut écrire plus un vecteur grand X qui provient des composantes de X. Et donc, on peut voir ici que l'on peut écrire Y sous la forme grand A fois un vecteur θ à déterminer par la méthode des moindres carrés, en utilisant comme matrice de régresseur la matrice grand A. Donc, je reviens maintenant à l'expression du résultat. Et donc, pour supprimer une tendance, eh bien, ce que l'on fera, c'est introduire cette matrice grand A. Vous voyez que cette matrice est complètement déterminée par la taille de l'échantillon. Lorsqu'on la multiplie à gauche par A transpose, on obtient une matrice de dimension 2. Cette matrice de dimension 2, il est très facile de démontrer qu'elle est inversible. On peut même l'inverser très simplement puisqu'elle a une dimension de 2 et construire ainsi un programme qui permet de supprimer une tendance affine sur un ensemble d'observations. Alors maintenant, on va s'intéresser à la suppression d'une tendance périodique. Le problème est quasiment le même. La différence ici, c'est que le signal connu n'est plus de la forme A plus Bn, il est de la forme A cosinus de pi f0n plus bêta sinus de pi f0n plus le signal d'intérêt, où f0, j'insiste bien, est une fréquence connue liée à un phénomène saisonnier ou à un phénomène journalier ou à un phénomène mensuel ou hebdomadaire. En utilisant de la même manière le théorème de projection, évidemment, on obtient exactement la même chose, à part que la matrice des régresseurs a changé, et il est facile de faire le même calcul que celui qu'on a fait ici, en remplaçant ici, le signal connu, qui était ici A plus Bn, par le signal alpha sinus de pi f0n plus bêta cosinus de pi f0n, pour établir que la matrice des régresseurs est constituée de vecteurs colonnes, dont la première colonne est la séquence des cosinus obtenue à la fréquence S0, f0 entre des instants 0 et n-1, et la deuxième colonne est la colonne des sinus pour les mêmes valeurs angulaires. Et donc, à partir de là, on va considérer que on a observé ces données, on a éventuellement vu, comme tout à l'heure dans la concentration de CO2, qu'il y avait une tendance affine et une tendance saisonnière. On les a préalablement supprimées, on a préalablement supprimé la moyenne, et donc à la fin, on va avoir des observations qu'on va supposer à présent que ce sont des observations qui sont centrées. Et sur ces observations qui sont centrées, on va vouloir calculer les covariances. Alors dans la suite, donc à présent, Xn décide le processus d'intérêt. Il est obtenu après suppression de la moyenne et des tendances. Il est donc centré. Et je vais proposer comme effectivement estimateur des Rxk la formule qui est ici. Rxk chapeau, pour dire le chapeau voulant dire que c'est une estimation, est obtenu par la formule suivante. 0 si module de k est supérieur ou égal à n-1, et sinon 1 sur n, sigma de n égale 0 à n moins k-1, x de n plus k xn, sinon, c'est-à-dire si module de k est inférieur à n-1. Alors voyons un peu pourquoi j'ai pris ce schéma-là. Le plus simple, c'est de construire par soi-même ce que parfois on appelle d'ailleurs un estimateur des covariances empiriques. Vous imaginez que vous avez un ensemble de données ici qui s'appelle x0 jusqu'à xn-1 et que vous vouliez calculer pour cet ensemble de données, vous aviez envie de calculer Rx de 0. Alors je vous rappelle que Rx de 0, c'est l'espérance mathématique de xn, puisque c'est l'espérance mathématique de deux variables qui sont séparées de 0 au point de vue des index temporels. Et la bonne idée finalement, c'est de se dire ici, j'ai un échantillon, et c'est de réaliser tout simplement pour Rx chapeau 0, 1 sur n, somme depuis petit n égale 0 jusqu'à n-1 de xn au carré, c'est-à-dire de faire la moyenne des carrés de la trajectoire que vous avez observée. Évidemment, quand je vais vouloir avoir Rx de 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décaler ici de 1 pour mettre en correspondance le signal x0, x1, xn-1 avec le signal x1, x2, xn-1, et je vais sommer sur l'ensemble des valeurs dont je dispose, c'est-à-dire que là, je pars pour fabriquer, par exemple, Rx chapeau de 1, je vais partir de l'ensemble des données de départ, je vais les décaler d'un échantillon, ici, donc ici je vais avoir x0, ici je vais avoir x1, ici je vais avoir x0, et ici je vais avoir xn-1, et ici je vais avoir xn-2,
et je vais effectivement faire les seuls produits que je peux faire. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je calcule mes covariances, il y a de moins en moins de termes qui vont participer à l'estimation des covariances. Et donc, en règle générale, la formule a été donnée pour l'ensemble des décalages, mais on sent bien que quand les décalages vont être très importants, qu'on va vouloir estimer des covariances pour des écarts de temps importants, eh bien, on va se trouver confronté à un très petit nombre de données sur lesquelles on va faire son calcul de covariance, et donc, par voie de conséquence, une estimation qui n'est pas très bonne. C'est pour ça que souvent, on conseille en pratique de ne pas dépasser, pour le nombre de covariances que l'on veut effectuer, la valeur K égale, en gros, N sur 10. Donc, il vaut mieux que K reste inférieur ou égal quand même à grand N sur 10. Alors malgré tout, on peut annoncer un comportement asymptotique quand n tend vers l'infini. On démontre que pour une large classe de processus, que quand n tend vers l'infini, les estimateurs que l'on a fabriqués convergent précisément vers R de K quand le processus est stationnaire au sens large, avec quelques petites restrictions, mais qui font qu'en fait que les processus dont nous avons parlé possèdent tous la propriété que nous venons d'énoncer ici. Donc en fait, on sait que quand n est suffisamment grand, cela va être de bons estimateurs de la covariance. Positivité. Montrer que la matrice de covariance construite à partir des covariances estimées est positive. Effectivement, c'est un problème. Rien ne prouve a priori que la liste de valeurs que j'ai obtenue à partir des observations soit une suite de covariances, c'est-à-dire effectivement possède le caractère positif. Alors en effet, si on pose grand D égale la matrice qui est indiquée ici, où x1, x2, xn sont les données mises sous forme d'une matrice de Toeplitz, dans lequel les angles en bas à droite en bas à gauche et en haut à droite sont constitués de 0. On va pouvoir montrer que la matrice de covariance obtenue à partir des observations s'écrit sous la forme 1 sur n d transpose. Et si tel est le cas, évidemment, quand une matrice se met sous la forme d transpose, elle est automatiquement positive. Inversibilité. On montre que la matrice de covariance R de K que nous avons construite est une matrice de covariance qui est inversible. On a supprimé les moyennes et les tendances sur deux processus Y et X, et on introduit donc pour estimer les intercovariances de ces deux processus l'estimation suivante, R chapeau de Y, X de K égale 1 sur N, somme de N égale 0 à N moins K moins 1, de Y de N plus K XN, et 0 si module de K est supérieur ou égal à N. Donc en fait, on a utilisé exactement la même chose que ce que l'on avait fait quand on voulait estimer les covariances. Pour estimer les intercovariances entre deux processus, on prend l'un des deux processus, par exemple X, et l'autre processus Y. Quand on les met en correspondance terme à terme, on va obtenir par multiplication et sommation la première valeur de la covariance en 0. Ensuite, on va décaler de 1 l'un des deux. On va faire la somme des produits. On va obtenir, après décalage de 1, l'estimation de l'intercovariance pour un écart de 1, et ainsi de suite. Donc en fait, ce schéma est très naturel et on pourra donc très facilement le programmer à partir de données observées. Je vous rappelle toutefois que si par hasard Y et X n'ont pas été échantillonnés à la même cadence, ça n'a pas de sens de faire cette intercovariance de cette façon-là, et il faudra donc utiliser des techniques de changement de fréquence comme nous les avons indiquées dans des leçons précédentes pour amener ces deux signaux à fonctionner à la même cadence. Alors, voyons quelques applications. On met un bruit blanc à l'entrée d'un filtre et on demande de déterminer l'expression tout d'abord de l'espérance de Yn-Kxn et d'en déduire un procédé de mesure de la réponse impulsionnelle d'un filtre. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je vous rappelle que l'équation d'entrée-sortie d'un filtre, donc, dont l'entrée est Xn, la réponse impulsionnelle est Hn et la sortie est Yn, donne pour les relations de filtrage entrée-sortie une formule sur les intercovariances que nous avons énoncée dans les formules de filtrage et qui dit la chose suivante. La fonction d'intercovariance entre Y et X à l'instant K est égale au produit de convolution de la réponse impulsionnelle par la fonction d'autocovariance du signal d'entrée X de K. Comme ici, le signal d'entrée est un bruit blanc, j'ai supposé que Xn était un bruit blanc de variance sigma 2,
À ce moment-là, la fonction d'autocovariance de ce processus se réduit à un seul élément. Vous avez Rxx de K qui est égal à sigma 2 si K égale 0 et 0 si K est différent de 0. Et par voie de conséquence, on s'aperçoit que Ryx de K, c'est tout simplement égal à sigma 2 fois H de K. Et donc vous obtenez un moyen très simple d'estimer la réponse en fréquence, la réponse impulsionnelle d'un filtre linéaire, à partir de la relation qui est ici. En pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en conséquent, on va appliquer une séquence blanche au dispositif dont on veut estimer, le dispositif inconnu dont on veut estimer la réponse impulsionnelle. On va envoyer un ensemble de données x0, xn-1 à l'entrée de ce dispositif. On va l'enregistrer dans un fichier que l'on va mettre dans un ordinateur. On va mesurer ici en sortie l'ensemble des valeurs du dispositif que vous êtes en train d'observer, je les appelle Y0, Y1, Y2, Yn-1. On va les mettre dans un ordinateur et en rentrant chez soi sur son ordinateur, avec ces deux fichiers, on va pouvoir, par la technique d'intercorrélation, qui est d'estimer les corrélations, les intercorrélations entre l'entrée et la sortie, obtenir une estimation de la réponse impulsionnelle du système inconnu qui est ici. Donc on applique une séquence x0, xn-1 supposée blanche, on observe la sortie et on estime la fonction d'intercovariance. Dans notre application, on veut toujours estimer donc la réponse d'un filtre RIF. Partant de la formule donc de l'intercovariance entre la sortie et l'entrée qui est donnée par espérance de y de n plus k xn égale h de k convolué avec espérance de x de n plus k xn, déterminer donc une façon d'estimer h supposée à support fini. Alors c'est ce que nous allons faire. Je vous rappelle donc qu'on va reprendre la formule qui est indiquée ici. Je vais donc l'écrire tel que nous allons avoir l'habitude de l'écrire. R indice yx de k égale h0 R indice xx de k plus etc. h de L-1, j'exprime tout simplement la convolution par H qui est supposée à support fini, Rxx de K moins L plus 1. Et je vais donc prendre en fait cette équation et faire une énumération des valeurs de K allant de 0 jusqu'à L-1. C'est-à-dire que je vais fabriquer ici L équations pour les résoudre et obtenir les L valeurs de la réponse impulsionnelle du filtre que je veux déterminer. Alors nous allons écrire ces équations en les empilant. Et quand on les aura empilées, on aboutira donc à une forme matricielle. Alors je vous rappelle ici, donc je le fais, Ryx de 0 est égal donc à H0 Rxx de 0 plus etc. jusqu'à HL-1 Rxx de L-1. Je vais aller jusqu'à la dernière et vous vérifierez que pour la dernière, Ryx de L-1 est égal à H0 Rxx de moins L plus 1, mais comme la fonction d'autocovariance est paire, vous allez obtenir L moins 1, plus etc. jusqu'à HL-1 Rxx de 0. Et vous voyez que cet ensemble d'équations qui sont ici, ces L équations, peuvent être mises sous forme d'une équation matricielle de la façon suivante. On a un vecteur R qui est obtenu à partir des intercovariances entre y et x, et elle est égale, ce vecteur est égal à la matrice grand R ici, construite à partir des autocovariances du processus d'entrée. Cette matrice est d'ailleurs tuplite symétrique et multipliée ensuite par le vecteur inconnu que j'indique sous la forme H souligné. Et donc là encore, c'est fini, puisque H va être obtenu en appliquant ici l'inverse aux deux membres de l'équation, et on va avoir comme valeur de H égale R puissance moins 1, Ryx, comme ceci. Alors du coup maintenant, comment va-t-on faire? Eh bien c'est fini, nous avons une formule exacte qui est vraie pour les espérances calculées avec les expressions statistiques. Maintenant on va faire appel aux estimateurs et on va substituer donc dans la matrice grand R les valeurs ici dans la matrice grand R les valeurs des autocovariances qu'on aura estimées à partir de l'enregistrement des valeurs de x. On va estimer les intercovariances entre y et x à partir des fichiers qu'on aura obtenus lors de la campagne de mesure.
À partir de là, on construira cette matrice, on l'inversera et on multipliera par le vecteur des intercovariances. Et vous avez vu que là, on n'a plus besoin effectivement d'imaginer que le processus est blanc. On a appliqué la bonne matrice. Alors évidemment, si le processus est blanc, la matrice R est une matrice diagonale. Si c'est une matrice diagonale, son inverse est aussi une matrice diagonale. Et vous retrouvez ce que l'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse impulsionnelle est à ce moment-là, quand le bruit est blanc, tout simplement le vecteur des intercovariances entre la sortie et l'entrée. Alors maintenant, en fait, nous allons prendre un signal et nous allons effectuer effectivement un certain nombre d'observations, là aussi, à partir de, d'abord, son observation temporelle, ensuite, des outils que nous avons introduits au départ, qui est d'une part faire une scattering et ensuite calculer, une fois qu'on l'a centré, ses coefficients d'autocovariance. Et à partir de ces observations, eh bien, on va essayer de dire quelle serait la bonne solution pour modéliser un processus comme celui-là. Alors voilà le scattering. En fait, là, tout simplement, on ne voit pas grand-chose là-dessus. On a une nébuleuse qui, effectivement, n'est pas très significative. Par contre, quand, après avoir centré, mais ici, en fait, le signal était quasiment centré en zéro, la partie qui est ici, donc, je l'ai prise. Cette partie-là, en fait, correspond à un son qui est non voisé, c'est-à-dire en fait à l'obstruction du conduit vocal, c'est un simple bruit, et malgré tout en fait, quand je trace ces covariances, eh bien, regardez ce que l'on obtient. On obtient en fait une suite de covariances réelles, qui sont des suites en fait ici, qui rappellent étrangement les suites de covariances qu'on avait pour des modèles autorégressifs. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de sinusoïde amorti qui traduit quand même ici, d'une certaine façon, que ça serait assez pertinent de modéliser le processus qui est ici par, effectivement, un processus AR. Alors, à quoi cela peut-il servir? Faisons une petite remarque. Dans les codages de la parole, on voit souvent apparaître le terme Linear Prediction Coding, le terme donc LPC. En fait, pour quelle raison voit-on apparaître ce terme? Parce qu'en fait, on fait de la prédiction linéaire sur le signal de parole. Et la prédiction linéaire, je vous le rappelle, c'est tout simplement, pour le cas des processus AR, estimer les coefficients d'un processus AR. Et c'est donc se dire que le signal de parole que l'on a ici en vert provient effectivement d'un filtre linéaire dont la réponse est une réponse tout pôle, c'est-à-dire qui n'a qu'un dénominateur, et qui est excité par un bruit qu'on suppose un bruit blanc. Et donc en fait, la modélisation d'un signal de parole par un processus autorégressif, par une technique des équations de Yule-Walker, permet d'obtenir les coefficients du modèle et d'expliquer l'origine de ce terme. Alors, à quoi peut servir un tel dispositif? Alors, imaginez la chose suivante. Vous voyez que le signal de parole, sur des durées de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes, peut être modélisé correctement par ce qu'on pourrait appeler un processus stationnaire. Il n'est pas question, évidemment, ici, de représenter de bout en bout tout ce signal qui dure un quart de seconde par le même modèle de processus. Mais localement ici, sur une échelle de quelques dizaines de millisecondes, je vais pouvoir effectivement modéliser l'ensemble des valeurs par un processus. Alors faisons-le. Je pars ici d'un ensemble de valeurs. Imaginez l'équivalent de 10 millisecondes. 10 millisecondes à la fréquence d'échantillonnage de 16 kHz, ça correspond à 160 échantillons. Donc vous avez 160 échantillons de signal qui sont pris. Avec ces 160 échantillons de signal, vous allez estimer grand P en général égale 20 coefficients de covariance. Donc vous allez obtenir la suite Rx de 0 jusqu'à Rx de 20. C'est-à-dire que vous allez calculer 21 coefficients de covariance en ayant supprimé la moyenne, en ayant supprimé une tendance, mais là il n'y en aura pas. Quand vous aurez obtenu ces quantités-là estimées à partir de cet ensemble de valeurs, vous allez substituer à ces valeurs les coefficients que vous allez trouver par la méthode de Yule-Walker. Donc vous allez déduire ici, par la méthode de Yule-Walker, les coefficients du modèle A1, A2, A10, A20, plus les estimés effectivement de ces coefficients, plus la variance du bruit blanc estimé à l'entrée du modèle. Et que va-t-on faire? Eh bien, au lieu d'envoyer ces 160 valeurs, on va envoyer les 20 valeurs qui sont là, les 21 valeurs, pardon, qui sont là, ici, de l'autre côté. Et que va faire la personne à la réception? Elle va exciter un filtre qui a ces 20 coefficients ici avec un bruit blanc qui sera pris localement avec un simulateur informatique, et on va produire un signal en sortie qui évidemment sera
très différent du signal que l'on avait ici, mais qui sonnera de la même manière au point de vue acoustique. Et donc on a fait un gain très important, on est parti de 160 valeurs et on a réduit la représentation de ces 160 valeurs à 21 valeurs. On a donc une compression d'information qui est obtenue en modélisant le signal de parole comme effectivement un processus AR d'ordre 20 dans lequel effectivement il y a juste à transmettre les coefficients du modèle et la puissance du bruit blanc qu'il y a à l'entrée. Alors pour le EEG, c'est un peu pareil, je vais passer assez vite. Vous avez ici un EEG. Le scattering présente effectivement une certaine tendance à la corrélation. Et pour cet électroencéphalogramme, eh bien effectivement, on pourrait voir ici que la suite des covariances estimées donne encore une suite oscillante amortie. Et donc en fait, on peut penser que là aussi, on pourra le modéliser avec un processus AR. Je terminerai par un autre signal, c'est le rythme cardiaque. On a vu le scattering, il fait penser effectivement à un certain caractère prédictif et on avait dit qu'on pourrait éventuellement le modéliser par un AR1. En fait, c'est peu probable. La fonction de covariance que l'on obtient est comme ceci, et cette fonction de covariance ne fait pas du tout penser à des exponentielles amorties. La queue ici de la fonction qui est là est très lourde, et en fait, il sera sans doute assez difficile de modéliser un tel processus par un simple AR. Alors, pour la mesure du pitch par corrélation, on va proposer une méthode, qui est la méthode suivante. On va noter xn égale l'ensemble des valeurs énumérées de xn à xn moins L plus 1. On va noter wn, le vecteur normalisé de xn, c'est-à-dire qu'on a divisé xn par sa norme, c'est-à-dire par la racine carrée de la somme de ses carrés. Et les vecteurs wn est donc un vecteur qui a comme norme 1. Si le signal est périodique de période P, on peut penser que, regardez un dessin extrêmement simple, j'ai ici un signal que je vais ressembler à un signal périodique. Regardez un petit peu, voilà, ça ressemble un peu à un signal périodique. J'extrais de ce signal ce bloc-là, et si je le déplace devant mon signal, à un moment donné, ça doit ressembler au signal qui est ici. Donc je peux m'attendre à effectivement, si c'était parfaitement périodique, à ce que WP, au bout d'un certain décalage, reproduise très exactement W0. En réalité, ce n'est jamais le cas parce que le signal, comme celui que j'ai d'ailleurs dessiné, est un petit peu erratique. Et ce que l'on va dire, on va essayer de dire que le signal est périodique si on arrive à trouver que WP ressemble beaucoup à W0, c'est-à-dire est égal à lambda fois W0 plus un terme de perturbation et que le lambda est très voisin de 1. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer lambda au fil de l'eau en fonction de P en optimisant la valeur de lambda. Et pour optimiser la valeur de lambda, on va prendre la projection orthogonale de WP sur WP0. Nous avons vu que l'on avait donné l'expression de lambda dans ce cas-là. L'expression de lambda, vous vous souvenez, c'est le produit scalaire de WP par W0 divisé par le produit scalaire de W0 par lui-même. Ici, le produit scalaire W0 est égal à 1. Donc, effectivement, ici, c'est simplement WP scalaire W0. En remplaçant WP par sa valeur, on obtient produit scalaire de XP par X0 divisé par la norme de XP fois la norme de X0. Et alors là, on voit en plus qu'on a une grande chance. La fonction auquel on aboutit et dont on veut tester si elle est proche de 1, elle est toujours comprise entre moins 1 et 1. Donc on va tracer au fil de l'eau cette fonction. Quand cette fonction-là atteindra des valeurs suffisamment importantes, typiquement par exemple 0,7 ou 0,8, on va dire que le signal est effectivement quasi périodique et on pourra donner à ce moment-là la valeur de la période à partir de la valeur de grand P. Je vous rappelle que quand on a la valeur de grand P, effectivement, vu que la période d'échantillonnage est TE, la période réelle estimée va être égale donc à P fois la période d'échantillonnage. Je vous rappelle que si vous voulez augmenter la précision de T chapeau, eh bien, il vous reste une technique, c'est de suréchantillonner le signal, ce que vous pouvez faire puisqu'il a été correctement échantillonné, et donc d'avoir des périodes d'échantillonnage plus courtes, de manière à faire ce que l'on avait fait la dernière fois, c'est de venir cerner effectivement le maximum de cette fonction de façon de plus en plus précise autour de la vraie valeur de la période. Alors nous allons voir effectivement une application de ça, d'où l'idée donc pour tout P de calculer lambda P. Si cette valeur est supérieure à un seuil, typiquement 0,7, on dit que le signal est périodique et la période est la plus petite valeur de P. Application, une application très intéressante puisqu'elle est utilisée en pratique pour détecter si un son est voisé ou non voisé dans un signal de parole. On va appliquer cette méthode en effectivement prenant un bloc de signal. Sur ce bloc de signal, on extrait une portion et on le fait glisser devant le signal en calculant la fonction lambda P qui est l'autocorrélation de cette partie extraite avec la partie avec laquelle on essaye de voir s'il y a une périodicité. Et on va aboutir, au fil de l'eau, à
un calcul, lorsqu'on va passer de bloc en bloc, à un calcul de la fréquence de pitch d'un signal de parole. Alors ici, le signal que l'on considère, c'est un signal à 8000 Hz, d'accord? Et on va prendre des blocs de longueur 300. On va pratiquer un taux de suréchantillonnage de 2. Alors regardons un peu ce qui se passe. Voilà. Alors voyons cela. J'ai pris un signal de parole. Je suis dans une partie voisée, ici, c'est-à-dire une partie qu'on peut effectivement assimiler à un mélange de sinusoïdes. Et donc, il est périodique. Et s'il est périodique, je dois pouvoir effectivement, avec la méthode que j'ai proposée, arriver à extraire la fréquence par la façon dont j'ai parlé, c'est-à-dire effectivement essayer d'estimer la période en décalant successivement le début du bloc pour le mettre en correspondance avec les autres parties du bloc, et d'en déduire ici par la valeur P qui passe par le maximum, la valeur de la période, et ensuite donc la valeur de la fréquence. Alors regardez ici, j'ai pris ce bloc-là, c'est la taille du bloc. Dans ce bloc, le programme extrait une certaine taille de bloc et la balade sur tout le bloc, de manière à voir s'il y a un moment une correspondance entre ce que l'on a dans le bloc extrait au départ et ce avec quoi on cherche à le mettre en correspondance. Et voilà la fonction que l'on a obtenue. Et on est un petit peu embêté parce que cette fonction comporte plusieurs maxima. Évidemment, on s'en doutait. Imaginez que mon signal, effectivement, soit un peu long et donc que j'ai ici plusieurs périodes. Si j'extrais comme bloc de signal le signal qui est ici, je vais le prendre et en le déplaçant, je vais obtenir un maximum au moment où je vais le mettre en correspondance avec celui-là, puis je vais réobtenir un maximum lorsque je vais le mettre avec celui-là, et s'il y avait encore un signal suffisamment long pour pouvoir apparaître une quatrième période, eh bien je verrai encore un quatrième maximum. Et ici on voit effectivement qu'il y a 3 maxima, et malheureusement quand on fait la fonction maxima dans l'ensemble des valeurs du tableau qui est représenté ici. N'oubliez pas que les valeurs que vous observez ici, ce n'est pas un signal continu, c'est un tableau de valeurs dans un ordinateur. Il est bien possible que le point le plus important soit celui-là. Et donc, il faut une petite technique pour arriver à voir que si vous avez un maximum ici, on va commencer à regarder si par hasard, il n'y avait pas un maximum à la distance moitié de celui à laquelle on a trouvé le maximum qui est ici. Et si vous avez un maximum suffisamment important ici à la distance moitié de celle que vous avez obtenue ici, vous allez pouvoir dire, en fait, vous êtes trompé de maximum et vous devez prendre donc le précédent. Donc, il faut prendre le maximum, le premier maximum qui intervient, et le premier maximum qui intervient, après, il faut un petit programme informatique pour arriver à tester si le premier maximum, ici, n'est pas effectivement légèrement plus bas que celui que j'ai détecté, mais qui fait celui quand même qu'il faudrait que je prenne en compte. Alors maintenant, nous allons voir, en fait, cette technique effectivement appliqué à une portion importante du signal. Alors bah ici, vous avez ici le signal qui a été étudié, voyez, sur toute cette portée. Le bloc, c'est la durée pendant laquelle environ donc quelques dizaines de millisecondes pendant que je fais partir donc mon bloc se décale. Au fur et à mesure que je me décale, je mesure une fréquence. Alors voyez ici, dans toute la partie qui est ici, j'ai mesuré une fréquence d'à peu près 200 Hz. Et évidemment ici, quand j'ai cherché une périodicité, je n'en ai pas trouvé, et le programme me l'a dit. Le maximum que j'ai trouvé était très très petit, j'en ai déduit donc qu'il n'y avait pas de périodicité là-dedans. Et effectivement, ici, nous avons une partie non voisée. À nouveau, quand j'ai rencontré cette partie-là qui était voisée, j'ai mon détecteur de pitch qui s'est mis à fonctionner. Il a détecté un seuil d'autocorrélation assez important. Cette autocorrélation, il en a déduit que le signal était effectivement périodique et il en a profité pour mesurer par la technique que je vous ai dite la valeur de la fréquence. Et on voit que la fréquence est toujours aux alentours de 100 Hz. Et ici, à nouveau, ce signal est d'amplitude très faible. On ne fait pas de détection de pitch dessus et donc on dit qu'il n'y a pas de pitch. Et voyez que le profil de pitch que l'on a obtenu correspond effectivement au signal qui est ici. Alors en dessous, qu'est-ce que j'ai tracé? J'ai tracé une transformée de Fourier à court terme de manière à montrer comment la fréquence varie au fil de l'eau lorsqu'on utilise un autre outil qui est la transformée de Fourier. Et vous voyez qu'ici, effectivement, les différentes transformées de Fourier qui sont empilées ici le long de l'axe des temps donnent effectivement des maxima là où la fonction est aux alentours du rouge-noir. Et effectivement, on voit des maxima qui sont aux alentours de 200 Hz dans toute cette partie-là qui est la partie donc voisée. Ensuite, ici, il y a des choses un peu chaotiques qui représentent en fait
la partie non voisée. À nouveau, sur la partie voisée, on voit apparaître effectivement un profil de fréquence, et ce profil de fréquence correspond bien à celui que j'ai obtenu avec mon détecteur de pitch. Alors effectivement, la méthode que j'ai proposée là, non seulement mesure effectivement la fréquence de pitch, c'est-à-dire en fait le signal d'excitation qui intervient au niveau de l'appareil glottique, mais en plus permet de décider si oui ou non le son est voisé. Et dans le point d'encodage de parole, souvent, le premier traitement qu'on fait sur la parole, c'est détecter si le son est voisé ou non voisé. Et donc on applique une méthode comme celle-là pour faire un détecteur de pitch. Cette leçon est terminée. Je vous rappelle que, comme d'habitude, pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter au site internet NetUno et cliquer sur MedNetU. Je vous remercie de votre attention.